Bonjour Monsieur Abi. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, dans notre case investissement, on va encore aujourd'hui s'épancher et s'étendre sur la question. Et il faut savoir, hein, quoi qu'on dise, parler d'investissement, ça revêt un caractère un peu, on va dire, risqué ou par la méconnaissance même de ses usages. Aujourd'hui, on va passer en revue quelques idées reçues, essayer de les déconstruire dans l'esprit de nos téléspectateurs pour y installer la bonne information. Mais le préalable et le préambule restent toujours la définition de l'investissement pour ceux qui nous prennent. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais dire simplement que l'investissement représente une dépense que vous faites à l'instant présent, pour pouvoir donc, dans un futur lointain, en tirer donc des rendements meilleurs. C'est ça l'investissement. Vous mettez de l'argent sur la table aujourd'hui et vous espérez donc en tirer des rendements meilleurs dans un futur lointain. Très bien. Alors, sortir de l'argent, mobiliser des fonds, ça a une petite connotation de hantise. Quelles sont les idées reçues qui sont vraiment courantes dans le jargon? Oui, vous savez, dans le domaine de l'investissement, on entend tellement de choses, et ce sont des choses d'ailleurs qui influencent beaucoup, j'allais dire, le choix de tout investisseur. L'une des choses que nous entendons souvent, c'est l'idée que l'investissement est réservé aux riches, ce qui est archi faux. Vous savez, l'investissement, en fait, permet à toute personne de pouvoir optimiser ses finances personnelles, hein, vous savez, afin de pouvoir en tirer des rendements meilleurs dans un futur lointain. C'est ça l'investissement. Et toute personne peut donc investir. Vous voyez, vous et moi, le particulier, le cadre supérieur, le cadre moyen, toute personne peut investir. C'est ça l'investissement. Et je pense que même l'État, je voudrais d'ailleurs souligner ce fait qui est très important, même l'État peut investir. L'État peut détenir ce qu'on appelle un portefeuille d'investissement. Et ce portefeuille d'investissement va se faire à travers quoi? À travers un fonds souverain d'investissement. Vous voyez? Et ce fonds souverain d'investissement va permettre à l'État d'investir dans les marchés financiers, lesquels marchés financiers vont procurer donc un rendement intéressant donc à l'État. Et avec ces rendements, l'État va, par exemple, soutenir des petites entreprises, des PME, peut soutenir des entreprises stratégiques pour le pays et peut, ce qui est plus intéressant, peut mettre de l'argent de côté pour les générations futures. Vous voyez? C'est un événement, j'allais dire, qui est très important. Alors, de ce que vous venez de nous dire, là, ça équilibre la redistribution des richesses dans un pays quand l'État opère des investissements judicieux. Alors, on va encore rester sur ces idées reçues, là, et puis peut-être les stratifier en fonction des secteurs, par exemple. Au niveau de l'immobilier, qu'est-ce qu'on a tendance à entendre? C'est vrai que quand on parle d'immobilier, beaucoup de personnes se disent qu'il faut d'abord être propriétaire pour pouvoir investir, ou bien qu'investir dans l'immobilier, c'est un peu trop risqué. Quand on parle de détenir de la bonne propriété pour pouvoir investir, je m'inscris en faux contre cela. Vous savez, quand vous voulez réaliser un investissement immobilier, vous devez, au préalable, mettre en place ce que j'appelle un compte d'épargne logement. Vous voyez, avec votre Comment il se constitue? Il se constitue donc auprès d'une banque et au bout d'un certain nombre d'années. La banque peut vous demander d'investir, de réaliser par exemple, une épargne, peut-être au bout de 5 à 8 ans. Et au terme de cette épargne, la banque met des fonds à votre disposition pour pouvoir donc acheter votre logement principal si c'est ce que vous voulez faire. Voyez? Ben, ce qui est important pour la banque, c'est quoi? Pour la banque, il faut donc que les revenus locatifs qui vont être tirés de votre bien immobilier, si c'est des appartements par exemple que vous construisez, il faut que ces revenus locatifs viennent couvrir notamment tous les engagements financiers que vous allez prendre vis-à-vis d'elle. Ben pour cela, la banque va demander que vous ayez d'autres revenus. Notamment si vous êtes salarié, la banque est beaucoup plus à l'aise à vous octroyer, à mettre en place ce crédit pour vous. Parce que le salaire que vous avez va venir compenser le risque locatif que vous courez avec ce bien immobilier que vous avez entre les mains. Si un seul locataire fait défaut, la banque va s'appuyer donc sur vos revenus réguliers, votre salaire qui est un revenu régulier pour pouvoir couvrir ce risque défaut et puis donc continuer cet engagement financier que vous avez vis-à-vis d'elle, poursuivre cette opération avec vous. Voilà. Alors, à ce stade de votre propos et de la définition et même du développement que vous faites, c'est sûr que nos téléspectateurs se disent « Ah, ben, on revient encore à la grande idée de savoir que c'est vraiment pour des personnes possédant un certain nombre de fonds qui peuvent se lancer ». Dans le sens où tout le monde n'est pas forcément détenteur d'un patrimoine qui pouvait faire l'objet d'une garantie pour pouvoir se lancer. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle de détenir un revenu régulier,
Ça peut être un salaire, ça peut être une activité donc, que vous on a faites. les taux des salaires. Hein. Ça peut être une activité que vous menez et de cette activité, vous tirez donc des revenus réguliers. La banque a besoin de s'assurer qu'en dehors des revenus locatifs que vous allez percevoir, il faut que vous disposez d'un autre revenu, un revenu régulier. C'est important pour les banques parce que si la banque vous prête de l'argent et qu'il y a un défaut, notamment d'un seul locataire ou de quelques locataires par rapport donc, au bien immobilier que vous mettez en location, la banque est en droit de vous dire, monsieur, avec votre salaire, vous allez couvrir notamment ce risque locatif. Voilà pourquoi il faut disposer d'un revenu régulier. Et il faut avoir peut-être aussi l'âme d'un investisseur hein, qui s'arrimerait avec l'âme d'un parieur. Est-ce qu'il faut disposer de ces deux facteurs-là pour pouvoir se lancer? Non, l'investissement, il faut le préciser. Il faut prendre des risques aussi des fois. Il faut prendre des risques, mais ce n'est pas un pari. Ce n'est pas un pari que vous faites. Ce n'est pas de la loterie, hein, je vais dire, que vous jouez. Vous voyez, l'investissement, c'est quelque chose qui est très, très ordonné. Quand vous décidez de rentrer dans un processus d'investissement, il y a tout un schéma à suivre. Il y a tout un schéma que vous devez mettre en place. Vous devez d'abord, premièrement, comme je l'ai dit tantôt sur ce plateau, définir vos objectifs financiers. Ensuite, vous devez donc définir votre profil d'investisseur. Quand tout cela est fait, on sait maintenant dans quelle direction vous allez. Vous voyez? Et quand vous avez mis en place tout cela, vous pouvez maintenant définir votre plan d'investissement. Mais ce qui est important quand vous mettez en place votre plan d'investissement, c'est d'aller vers de la régularité. Lorsque vous dites, je prends par exemple 10% ou 15% de mon salaire, que je vais donc allouer ces 15% de mon salaire à un plan d'investissement et 10% par exemple à un compte d'épargne qui va me servir donc d'épargne de garantie de fonds de garantie de fonds de sécurité, il va falloir que cela soit fait dans la régularité. Vous voyez? Si c'est fait dans la régularité, vous êtes véritablement dans un processus d'investissement. Mais si vous le faites par à-coup, en fonction donc des moyens que vous disposez ici et là, vous ne faites pas de l'investissement. Vous êtes un opportuniste par rapport au marché. En tout cas, il faut se départir de l'opportunité, on va dire, triviale comme ça. Il faut apposer de la responsabilité quand on veut investir. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour investir en fonction de son profil qu'on aura défini? C'est de lui dire aussi. Hein. Ah, c'est fini pour nous, nous on a passé l'âge. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, l'investissement, c'est fait pour pouvoir, donc, pouvoir le réaliser à tout âge. C'est vrai qu'on entend beaucoup les jeunes, notamment les jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, dire que l'investissement, ce n'est pas fait pour moi. Ils préfèrent donc s'adonner à d'autres choses, aux choses de la vie. Vous voyez? Mais pourtant, c'est l'âge idéal pour commencer à constituer un portefeuille d'investissement. L'avantage qu'ont les jeunes, c'est le long terme. Ils ont tout l'avenir devant eux. Voyez, quand ils décident de rentrer dans un processus d'investissement, tout ce qu'on leur demande, c'est de la régularité. Et par rapport à cette régularité, il faut bien qu'ils puissent investir pour le long terme. Et quand ils investissent pour le long terme, par exemple, un jeune de 25 ans qui investit au bout de 10 ans, à terme, il peut donc construire, par exemple, sa résidence principale. Oui. Voyez, donc, il n'y a pas d'âge, j'allais dire, comment on appelle, au-delà duquel il est déjà trop tard pour investir. Même quand vous avez entre 50 et 60 ans, vous pouvez toujours réaliser un portefeuille d'investissement avec un profil prudent qui va vous donner droit à quoi? À un revenu régulier. Voilà. Alors, il faut savoir définir son profil et en fonction de ça, s'orienter vers l'investissement adéquat. On a stratifié les différents domaines. On a parlé de l'immobilier, on parle maintenant du domaine financier, des actions et tout ça. Quelles sont les idées reçues et autres mythes? C'est vrai que quand il s'agit d'actions, on entend tellement de choses. Oui. On entend des choses telles que... C'est embourgeoisé un peu, donc ça reste lointain pour certaines personnes. C'est vrai qu'on considère que l'action, c'est pour les riches. On considère que ce sont des titres trop risqués, c'est trop compliqué d'y investir, ça n'a pas assez de rentabilité. Mais tout cela, vraiment, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux contre cela parce que, vous savez, l'action... c'est ce qu'il y a de meilleur comme solution de placement sur le marché. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Pourvu que vous investissez sur le long terme. Voyez, si vous décidez aujourd'hui d'acheter une action, il va falloir que vous regardiez donc le long terme. Par exemple, vous achetez une action d'une société X, vous vous dites, je vais garder cette action-là pour au moins 5 à 8 ans. Ça, c'est le long terme, même au-delà. Mais si vous décidez d'investir pour un court terme, un moyen terme, vous dites, je vais investir pour 2 ans, 3 ans sur une action, c'est sûr que votre portefeuille court un risque de perte potentielle.
Parce que pendant ces 2-3 ans, il se peut que le cours de l'action ne varie même pas d'un iota. Il se peut que le cours de l'action peut-être puisse varier, à contrario, c'est-à-dire à la baisse. Ben, ce n'est pas pour autant que vous devez vous alarmer. Vous devez donc juste regarder votre portefeuille d'investissement, rester donc serein et puis attendre patiemment. Merci beaucoup, Monsieur Guy Abinogues, pour cette séance investissement. Alors, il faut savoir qu'investir peut assurément nous apporter de beaux rendements, mais il faudrait toutefois bien s'informer et s'outiller avant de se lancer. Merci de nous avoir suivis pour ce dernier lundi même de cette dernière semaine de 2020 et on se verra pour le dernier mardi demain.